Jusqu'à présent, nous nous sommes intéressés au contenu des vidéos et au rôle de l'algorithme de YouTube. Mais il s'agit maintenant d'aller au-delà de l'algorithme pour étudier le comportement de l'utilisateur. Dans notre interview, Guillaume Chalot dénonçait le comportement de YouTube qui, selon lui, se dédouanait en disant que c'est l'utilisateur qui décide, alors que pour Guillaume Chalot, c'est bien la plateforme de visionnage et son algorithme qui sont à l'origine de la surreprésentation du contenu anti-vax. On observe bien que c'est l'objectif de l'algorithme qui va influencer, nous a-t-il affirmé. Certes, le rôle de l'algorithme est important, mais l'environnement des métadonnées et commentaires n'est pas négligeable. Et nos expériences nous ont montré qu'on ne pouvait pas complètement ignorer ce comportement individuel des internautes. Pour ce faire, nous avons utilisé des outils de topic modeling et YouTube Data Tools. Ces outils offrent la possibilité d'étudier l'espace commentaire et doivent nous permettre de voir si cet espace peut contribuer ou non à l'enfermement dans des chambres d'écho. Concernant notre méthode, 3 d'entre nous ont sélectionné 3 vidéos du corpus analysé précédemment. 3 vidéos anti-vax, 3 vidéos pro-vax et 3 vidéos hétérodoxes ont donc été analysées par les 2 outils. Bien, comment fonctionne un outil de topic modeling? Le topic modeling permet d'extraire des topics d'un document texte afin d'en dégager les grandes informations. Une des principales techniques, c'est celle du clustering. Le logiciel va rassembler les mots qui évoluent ensemble pour créer un topic, et cela permet de trouver une ou plusieurs thématiques dans un corpus de texte. Le modèle utilisé est le modèle LDA, allocation de Dirichlet latente, qui est, je cite, un modèle génératif probabiliste permettant d'expliquer des ensembles d'observations. Ce module prend une colonne de texte et génère les sorties suivantes. D'abord, un texte source, avec un score pour chaque catégorie. Ensuite, une matrice de caractéristiques qui contient les termes extraits et les coefficients pour chaque catégorie. Et enfin, une transformation que l'on peut enregistrer et réappliquer à un nouveau texte utilisé comme entrée. Pour pouvoir réaliser notre topic modeling, nous avons utilisé un outil créé par David Mimno, un professeur à la Cornell University qui avait mis son site de topic modeling en libre accès sur Internet. Nous y avons uploadé notre corpus de commentaires pour pouvoir l'analyser. Il a d'abord fallu réaliser un important travail de nettoyage sur notre corpus, puisque celui-ci contenait de nombreux stop words qui nous empêchaient de faire notre analyse. Il a d'abord fallu tous les enlever un par un avant de pouvoir dégager les principaux topics du corpus. En utilisant le logiciel, on a pu mettre en évidence 10 topics principaux. D'abord, celui du Big Pharma, puis celui de Bill Gates et des pouvoirs publics, de Trump et de la religion, des preuves scientifiques, des enfants, des produits toxiques présents dans les vaccins, des maladies, des preuves et des sources, de la propagande des médias, et enfin, des effets secondaires des vaccins. Après avoir dégagé ces 10 topics, on obtient des corrélations intéressantes. Sur le graphique présent sur la slide, on peut voir les différents résultats de ces corrélations. Alors que nous apprennent ces résultats? En rouge, on a les topics qui sont faiblement corrélés, tandis qu'en bleu, on a les topics qui sont fortement corrélés. Et on remarque que certains topics sont fortement corrélés. C'est le cas des preuves scientifiques et des preuves sources, des enfants et des produits toxiques présents dans les vaccins, des enfants et des maladies, du Big Pharma et des produits toxiques, du Big Pharma et de Bill Gates. A l'inverse, certains topics ne sont pas du tout corrélés. Les maladies et les preuves sources ne sont pas corrélées, de même que les Big Pharma et les preuves scientifiques. On voit bien qu'il y a des topics qui évoluent différemment. Néanmoins, on ne peut pas totalement comprendre comment l'espace commentaire de ces vidéos peut avoir une influence significative sur la diffusion du contenu anti-vax et la virulence dans sa communauté sans étudier les comportements individuels des internautes. C'est ce que Alessandro Bessi et ses confrères ont étudié. Pour chaque vidéo, nous avons donc regardé plusieurs indicateurs. Tout d'abord, la vidéo a-t-elle engendré des discussions? Pour les vidéos anti-vax, la proportion des commentaires qui correspondent à des réponses est de l'ordre de 62%. Elle est en moyenne de 84% pour les vidéos pro-vax et de 53% pour les vidéos hétérodoxes. On voit ainsi que ces thèmes ont tendance à susciter du débat chez les internautes. Mais quelle en est la teneur? Les commentaires sont souvent longs. Pour les vidéos anti-vax, plusieurs personnes décrivent leur situation personnelle, ou bien remercient le travail d'investigation mené. Certains ressentent encore du regret. Les internautes ont tendance à s'adresser directement aux youtubeurs. Le ton est davantage celui de la discussion ou de la confession. On demande des conseils. Globalement, peu de personnes ont un avis opposé. Tout au plus, les personnes qui tentent de faire valoir leurs pensées pro-vax sont très rapidement recalées. Du côté pro-vax, on a tout d'abord analysé les commentaires d'une vidéo Le Monde, donc une chaîne assez connue. Les commentaires ici sont très virulents. Les antivax sont en guerre et ils veulent le faire savoir. Les antivax mettent alors en avant la corruption de l'auteur de la vidéo,
Également, pour faire valoir l'inutilité des vaccins, ils revendiquent souvent avoir un système immunitaire suffisant pour se défendre par eux-mêmes. On remarque que la plupart des commentaires sont donc rédigés par des antivax et sont beaucoup plus virulents que sur la vidéo précédente. Pourtant, la vidéo a obtenu 4100 likes contre seulement 541 dislikes. Les antivax, même s'ils sont moins nombreux, sont plus bavards. En revanche, lorsque l'on s'attarde sur les chaînes plus confidentielles, comme celle de Primum Non Nocere, on observe une dynamique similaire à celle des vidéos anti-vax. Remerciements, interpellations directes, etc. Mais cela n'empêche pas quelques discussions dans lesquelles l'auteur de la vidéo prend directement part. Autre fait notable, on retrouve parfois les mêmes internautes que sur la vidéo du Monde. C'est le cas de Pierrick Dream, qui était anti-vax, et de Said4, qui était pro-vax. Pourtant, cette rencontre est une pure coïncidence, puisque par rapport à l'autre vidéo, où ces deux internautes ont eu un échange musclé, cette fois, ils ne se sont même pas répondus. On en déduit donc qu'il y a une clusterisation des internautes sur ce type de contenu. Ensuite, concernant les vidéos à caractère hétérodoxe, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que les personnes adhèrent à la théorie du complot, mais elle est davantage liée à l'antéchrist qu'au vaccin. Évoquons désormais un fait intéressant, le nombre de liens vers des sources externes. Pour chaque corpus de vidéos, leur proportion n'est pas négligeable. Il peut s'agir de liens vers d'autres vidéos YouTube, mais aussi des liens vers des articles ou des études scientifiques, ou en tout cas qui prétendent l'être. Pour les 3 vidéos anti-vax, pour un total de 1976 commentaires, on retrouve environ 175 liens vers des sources externes. Cela représente 8%. Dans l'espace commentaire, les liens servent uniquement à étayer, compléter ou approfondir les arguments présentés dans la vidéo. Les liens mènent vers des vidéos attestant de la dangerosité des vaccins ou des articles soutenant la corruption des industries pharmaceutiques. Également, des liens vers des groupes Facebook sont mis en avant. Pour les vidéos pro-vax, sur 8320 commentaires, on dénombre 659 liens vers des sources externes, ce qui représente 7%. Ces liens sont la plupart du temps publiés par des antivax. Ils peuvent servir à appuyer un argument, ou plutôt une théorie qu'ils avancent. D'une autre manière, les antivax invitent parfois les pro-vax à se faire leur propre avis en les renvoyant vers du contenu anti-vax. Par ailleurs, certaines vidéos ne renvoient pas à des sources externes appuyant l'argumentaire, mais servent quand même d'arme de débat. Certains internautes, plutôt que de rédiger une réponse, préfèrent répondre par un lien d'une vidéo troll. De fait, comment interpréter ces résultats ? D'un point de vue purement sociologique, on voit que la communauté anti-vax appartient à cette mouvance actuelle complotiste qui veut trouver une explication, un coupable pour chaque événement et qui se montre profondément sceptique vis-à-vis de chaque action du gouvernement. Dans son essai reconnu The Death of Truth, l'américaine Michiko Kakutani démontre le lien entre, d'une part, la perte de confiance dans les institutions et d'autre part, la perte de confiance dans les récits qu'elles produisent. On peut facilement appliquer cette théorie à notre situation. Si le gouvernement annonce que les vaccins permettent de créer une immunité généralisée, les antivax répondent que ces mesures ne servent qu'à alimenter le porte-monnaie des géants de l'industrie pharmaceutique. Ensuite, comment expliquer la virulence de certains commentaires ? À cet égard, le juriste Cass Sunstein, dans Going to Extremes, explique à quel point le désir d'être approuvé par ses pairs pousse le contributeur à accentuer le côté extrême de ce qu'il affirme et poste sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, on peut noter que les nombreux biais cognitifs présents dans le corpus accentuent la montée aux extrêmes des échanges et la polarisation de l'espace commentaire entre convaincus anti-vax et irréconciliables pro-vax. Un autre phénomène intéressant est mis en lumière par la loi de Poe, lequel indique que, sans smiley, il est impossible de parodier un sceptique sans que quelqu'un, quelque part, prenne cette parodie pour une déclaration sérieuse et originale. C'est probablement pour cette raison que les antivax répondent si violemment aux pro-vax qui essaient de les contredire. Ils ne voient pas forcément le caractère parodique des commentaires et y répondent donc avec virulence. On peut également évoquer un effet intéressant pour expliquer la virulence des réactions antivax, qui est l'effet Dunning-Kruger. Cet effet fait le lien entre degré d'ignorance et confiance en soi. Un individu, lorsqu'il découvre un nouveau sujet, va avoir tendance à surévaluer ses connaissances et sa compréhension de ce sujet par rapport à celle d'un expert en la matière. Ce n'est qu'après un important travail de documentation que la personne atteint ce qui est appelé la vallée de l'humilité, avec un faible degré de confiance en elle.
elle découvre qu'il y a en réalité un vaste champ de connaissances à découvrir et elle voit ces connaissances à la baisse. Elle a une évaluation réaliste de ce qu'elle comprend et de ce qu'elle est capable de percevoir. La plupart des antivax ont en réalité un degré de compréhension plutôt faible du sujet de la vaccination, alors qu'ils vont avoir un degré assez important de confiance en eux sur leur connaissance de la vaccination. Et cela peut expliquer que certains antivax ont des réponses longues et détaillées avec beaucoup d'arguments pour contredire les pro-vax, puisqu'on voit qu'il va y avoir une surestimation des connaissances et donc un fort degré de confiance en soi. Finalement, on peut penser que l'espace commentaire contribue à la perpétuation des chambres d'écho sur YouTube. Comme nous avons pu le voir, les vidéos génèrent des débats sur des thèmes très spécifiques que plusieurs internautes alimentent en développant leur point de vue. On voit que la communauté anti-vax est soudée, puisqu'elle se partage des ressources pour appuyer ses propos et étayer ses arguments. Ensuite, elle défend sa cause de manière plutôt virulente, puisque les réponses des commentaires sont généralement assez violentes, il y a parfois des insultes et des échanges assez musclés entre pro-vax et anti-vax. Et enfin, ce qu'on observe sur cet espace commentaire, c'est une forte polarisation entre d'un côté les anti-vax, qui se soutiennent les uns les autres, ou qui vont soutenir et qui vont aller aider les autres anti-vax dans leurs propos, et d'un autre côté, les pro-vax, qui vont essayer de démonter un par un les arguments des anti-vax, la plupart du temps sans succès. Néanmoins, il faut nuancer ce propos et le poids de l'influence de cet espace commentaire est à modérer. Ce n'est évidemment pas l'espace commentaire qui crée à lui tout seul une chambre d'écho. Pour Guillaume Chalot, il n'y a pas de doute, et il semble assez clair que c'est l'algorithme de YouTube qui est à l'origine des chambres d'écho pour ce type de vidéos complotistes. Selon lui, je cite, « Des articles de recherche ont montré que l'algo des recommandations crée des chambres d'écho. Quand on vous recommande une vidéo, soit vous cliquez dessus, et dans ce cas-là, l'algorithme va analyser les données et sera capable de vous proposer des contenus en adéquation. Si on ne clique pas, l'algo aura plus de mal à proposer des vidéos pertinentes. L'algorithme a donc plus d'infos sur nos bulles informationnelles et va les recommander avec plus d'efficacité. Selon lui, c'est donc l'algorithme qu'il faut incriminer et pas l'utilisateur. Je cite, « Ok, c'est l'utilisateur qui clique, mais c'est normal que si on lui recommande 1000 fois une vidéo et 10 fois une autre, il aille plus regarder la première. » Toutefois, au regard des comportements des personnes, de la solidarité et du consensus entre antivax qui s'expriment dans l'espace commentaire, on peut tout de même raisonnablement penser que cet espace, même s'il ne fait pas rentrer une personne dans une chambre d'écho, contribue fortement à ce qu'il y reste enfermé.